À la prochaine personne qui est M. Philippe Duhamel. Monsieur Duhamel, je vais autoriser votre micro. Monsieur Duhamel, vous pouvez activer votre micro. Monsieur Duhamel. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien, Monsieur Duhamel. On vous invite à poser votre question. Alors oui, je rappelle des propos cités par Marie-Ève Lafontaine concernant l'étude de l'UQTR, le groupe RIVE. C'était le 21 juin dernier. Je la cite. Quant à la zone de 265 hectares située à l'ouest que le RIVE proposait de convertir en aire écologique, eh bien, elle est toujours prévue pour un développement futur, notent les chercheurs. Le développement de ce secteur engendrerait une fragmentation et un isolement des milieux humides, ce qui diminuerait leur valeur écologique. Voici ma question. Quand on draine des milieux humides, l'eau a tendance à prendre évidemment le fond. Hein, et là, on va installer des grosses stations de pompage pour vider et drainer à l'aide du projet de près de 800 000 $ que la Ville s'apprêterait à autoriser. Qu'est-ce que la Ville répond à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a une étude indépendante fiable qui a été faite pour mesurer l'impact de ce drainage sur les milieux humides restants, leur l'artificialisation, c'est-à-dire donc l'asphaltage, on va le dire, l'utilisation humaine de ces territoires-là. Est-ce que ça ne sera pas un impact également pour la tourbière que la Ville dit vouloir protéger? Alors, voici ma question. Monsieur Duhamel, donc l'impact du drainage sur les milieux humides et savoir s'il y avait une étude sur la question. Je vais saluer la parole à mes collègues. Bonjour, Monsieur Duhamel. Bonjour. Vous vous souvenez peut-être qu'au mois de mars dernier, dans la présentation, j'avais mentionné que l'impact, la zone d'impact résiduel, je dirais, sur les milieux conservés, je l'avais évalué à l'époque à environ 12 hectares sur l'ensemble du projet. Comme on a augmenté un petit peu la linéarité dans la troisième mouture, je présumerais que c'est un petit peu plus élevé que ça, donc peut-être un 13 ou 14 hectares qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait subir des impacts par rapport à l'effet de bordure dont je parlais tantôt. Cet effet-là est linéaire, donc perpendiculaire à la ligne qui sépare le milieu drainé du milieu naturel et elle se présente comme un gradient. Donc plus on s'éloigne de la ligne, moins l'effet est perceptible. La littérature nous parle de différents impacts selon les contextes, évidemment. Ça dépend du milieu qui est drainé, excusez-moi, puis du milieu de qu'est-ce qu'il y a comme usage de l'autre côté. Évidemment, la profondeur d'un éventuel fossé. Il y a certains types de milieux qui sont plus sensibles que d'autres au drainage. Bref, entre 10 et 40 mètres linéaires de manière perpendiculaire à la limite. C'est ce qui ressort dans dans une revue littérature qu'on a faite à l'époque. Donc, puis nous, pour évaluer le 12 hectares dont je vous parle, qui a été présenté au mois de mars, j'avais utilisé une largeur de 50 mètres. Donc, j'avais été un peu plus conservateur sur l'évaluation de cet effet-là. Donc, sur 264 hectares protégés de milieux naturels de toutes sortes, il y a, disons, 15 hectares pour être plus conservateur qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, subir un impact relatif au drainage. Maintenant, par rapport aux différences entre la proposition du RIVE et le projet de la Ville, comme je l'ai dit tantôt, les critères qui ont été utilisés pour bâtir la proposition sont différents de ceux que la Ville a utilisés. Donc, c'est normal que le résultat soit différent aussi. Puis, je reconnais que la question de la fragmentation est une question importante. Maintenant, l'échelle de ce projet-là est des fois un petit peu trompeuse aussi, parce qu'on regarde ça sur une carte, sur un écran d'ordinateur, puis on se dit, ben OK, il y a quand même un gros effet de bordure. Par contre, les distances sont quand même assez grandes, donc
cet effet de bordure-là, il est quand même relativement vite atténué. Les propos que vous avez cités du Nouvelliste qui disait que la zone qui était proposée par le RIV en conservation et qui n'était pas proposée en conservation par la ville, mais c'est plus ou moins vrai, là, je dirais, parce que dans cette zone-là, il y a quand même une grosse partie de la zone de conservation actuelle qui existe là, dans le zonage de la ville, qui fait partie de cet espace-là. Donc, il y a quand même, c'est quand même pas une destruction totale qui est prévue. Là. Puis, encore une fois, la priorisation des milieux humides a été faite selon des critères de valeur écologique. Là. Donc, dans ce secteur-là, effectivement, il y a des sols tourbeux là, qui sont quand même d'une bonne valeur écologique en soi. Là. Donc, ça a valu la peine de les intégrer dans les zones de conservation. Monsieur Duhamel, si vous me permettez une question de suivi très rapide. Oui. Vous me confirmez donc qu'il y a des milieux dégradés qui vont être substantiellement supérieurs à ceux qui sont déjà présentés comme étant sacrifiés. Moi, ma préoccupation, c'est celle des générations futures. Il n'y a rien qui nous garantit que d'autres portions de ces milieux humides-là ne seront pas utilisées ultérieurement pour d'autres développements. Le carré des Oblates, c'est pas protégé. Il n'y a rien de cadenassé dans le projet de la ville et ça, c'est quelque chose qui nous indigne, mais profondément. Je vous remercie. Si tu me permets, oui. Steven, oui. Les zones de conservation que je vous ai présentées tantôt sont déjà réglementées, donc sont déjà dans le règlement de zonage. Donc, à l'obtention de la modification, puis de l'autorisation, puis à la modification de cette autorisation-là, on n'a pas attendu, évidemment, de faire le projet pour intégrer cette protection-là dans les outils réglementaires qu'on a de la manière la plus cadenassée qui nous est accessible. Merci, M. Thibault. Merci, M. Duhamel, pour votre intervention. Je vais passer à